Imaginez la scène. Vous avez 74 ans, vous vous sentez en pleine forme, vous dormez bien, votre énergie est correcte, vous faites les choses que vous aimez. Vous allez passer votre bilan de santé annuel, une visite de routine, rien de spécial. Votre médecin jette un coup d'œil à votre dossier et dit, vous savez quoi? Faisons quelques examens juste par précaution. 6 semaines plus tard, vous êtes assis dans le cabinet d'un chirurgien. Non pas parce que quelque chose n'allait pas chez vous, mais parce que ces examens, juste par précaution, ont trouvé quelque chose. Et ce quelque chose a déclenché une chaîne d'événements que votre corps de 74 ans n'était pas équipé pour supporter. Et maintenant, la vie que vous appréciez tranquillement a pris un tout autre visage. Cette histoire exacte se produit plus souvent que le système médical ne veut bien l'admettre. Et les données qui la soutiennent méritent une vraie conversation. Je m'appelle le Dr Franklin et cette chaîne est dédiée à une seule chose, aider les adultes de plus de 60 ans à comprendre ce que la recherche dit réellement sur leur santé, dans un langage clair. Ce que je vais partager ne vient pas d'un seul manuel. Cela provient d'années d'études de la littérature médicale et d'une attention particulière portée à ce que les preuves montrent lorsque le système fonctionne en pilotage automatique. Voici la vérité que la plupart des médecins ne disent pas à voix haute lors d'un rendez-vous de 15 minutes, après 70 ans, certains des examens médicaux de routine les plus courants peuvent causer plus de tort que de bien. Non pas parce que la médecine est cassée, mais parce que le rapport risque-bénéfice change de manière spectaculaire avec l'âge. Et personne ne fait ce calcul avec vous dans la pièce. Aujourd'hui, je vais passer en revue 5 bilans médicaux spécifiques que je reconsidérerai personnellement après 70 ans. Je vous expliquerai pourquoi le calcul change, je partagerai ce que j'ai vu arriver à de vrais patients, et à la fin, je vous donnerai une série de questions qui changeront complètement la dynamique lors de votre prochain rendez-vous chez le médecin. Restez avec moi jusqu'au bout des 5, car le numéro 3 a arrêté net beaucoup de gens la première fois qu'ils l'ont entendu. Et le numéro 5 est celui dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler avant qu'il ne soit trop tard. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux et cela m'aide vraiment à voir qui fait partie de cette communauté. Bien, commençons. Avant d'aborder les 5 bilans, je dois vous donner un concept, car sans lui, rien de ce que je vais dire n'aura pleinement de sens. Je l'appelle la lentille de longévité. Quand vous avez 50 ans, la médecine de dépistage fonctionne magnifiquement. Vous trouvez un problème tôt, vous le traitez, et vous vous offrez potentiellement 30 années supplémentaires de vie en bonne santé. L'investissement en vaut la peine. Le calcul est clair. Mais voici ce qui change après 70 ans. 3 choses précisément. Premièrement, de nombreuses affections détectées par dépistage de routine chez les personnes âgées ne vous causeront jamais de tort. Elles évoluent lentement, ne provoquent aucun symptôme, vous les survivrez probablement. Mais une fois qu'elles apparaissent sur un rapport, la médecine n'a pas de bouton, laissez tranquille et surveillez. Elle a un bouton, traiter. Deuxièmement, la tolérance de votre corps aux interventions diminue avec l'âge. La chirurgie dont un homme de 55 ans se remet en 2 semaines peut signifier, pour un homme de 78 ans, des mois de convalescence, des complications, une perte d'autonomie, ou pire. Troisièmement, il existe ce qu'on appelle l'effet cascade. Un test trouve une petite anomalie. Cela déclenche un scanner de suivi. Le scanner recommande une biopsie. La biopsie conduit à une procédure. La procédure provoque une complication. Et soudain, une personne qui se sentait parfaitement bien se retrouve à naviguer dans un cauchemar médical. Tout cela commençait par un test dont elle n'avait pas besoin. C'est la lentille de longévité. Gardez-la à l'esprit pendant que nous passons en revue chacun d'eux. Avant de commencer, prenez un instant et dites-moi votre prénom et d'où vous nous suivez. Je lis les commentaires et je veux vraiment savoir à qui je m'adresse et que je soutiens ici. Bilan numéro 1, coloscopie de routine après 75 ans. Laissez-moi vous parler de Dorothy. Dorothy avait 77 ans, une bibliothécaire à la retraite du Tennessee rural. Elle avait eu 2 coloscopies dans la cinquantaine et la soixantaine, toutes 2 parfaitement normales. Aucun polype, aucun antécédent familial de cancer colorectal, aucun symptôme. Mais son nouveau médecin traitant a regardé son dossier et lui a dit qu'elle était due pour une autre. Dorothy a fait ses recherches. Elle avait des inquiétudes, mais elle ne voulait pas paraître difficile, alors elle y est allée. La préparation, ce liquide qu'il faut boire la veille pour nettoyer les intestins, a durement touché ses reins. Le lendemain matin, elle était confuse, étourdie et tenait à peine debout.
Sa fille l'a emmenée aux urgences avant même qu'elle n'arrive à la procédure. Elle était sévèrement déshydratée et ses électrolytes étaient si bas que son cœur était en danger. Dorothy a passé 4 jours à l'hôpital. Elle n'a jamais eu la coloscopie. Et l'ironie, c'est qu'elle n'en avait pas besoin. La United States Preventive Service Task Force, l'organisme de référence qui définit les recommandations de dépistage dans ce pays, recommande officiellement de ne pas effectuer de coloscopie de dépistage de routine chez les adultes à risque moyen de plus de 75 ans. Les preuves sont claires. Après 75 ans, en l'absence de symptômes, d'antécédents familiaux et avec des examens précédents normaux, les risques commencent à l'emporter sur les bénéfices. Et ces risques sont réels. La perforation intestinale, une véritable déchirure du côlon, survient environ une fois sur 500 coloscopies. Chez un adulte plus jeune, c'est une complication chirurgicale gérable. Chez une personne de 77 ans, cela peut signifier une chirurgie d'urgence, une poche de colostomie, une hospitalisation prolongée et une convalescence qui change fondamentalement la qualité de vie. Pendant ce temps, les cancers du côlon les plus susceptibles d'être trouvés chez les personnes âgées asymptomatiques ont tendance à évoluer lentement. Assez lentement pour que, dans de nombreux cas, ils ne causent jamais de problème pendant le reste de la vie de la personne. Que faire à la place? Demandez à votre médecin un test non invasif basé sur les selles comme le Cologuard ou le test FIT annuel. Ceux-ci peuvent signaler de véritables signes d'alerte sans les risques procéduraux. Et si vous avez des symptômes sang dans les selles, changements inexpliqués des habitudes intestinales, cela change complètement l'équation. Consultez votre médecin. Bilan numéro 2, test PSA agressif pour la prostate et mammographie annuelle chez les patients à faible risque. Je vais être très précis ici car ce sujet mérite des nuances. Je ne dis pas de ne jamais vérifier le cancer. Le dépistage du cancer a sauvé des millions de vies et peut absolument sauver la vôtre. Ce que je dis, c'est qu'après 75 ans, le dépistage agressif du cancer chez les personnes à risque moyen et asymptomatique pose un sérieux problème de surdiagnostic. Et le surdiagnostic mène directement au surtraitement. Voici ce que signifie le surdiagnostic en langage clair, les technologies d'imagerie actuelles sont si sensibles qu'elles peuvent détecter des cancers qui, biologiquement parlant, sont à peine éveillés. Des tumeurs minusculées à croissance lente qui, laissées tranquilles, ne se propageraient jamais, ne causeraient jamais de symptômes et ne raccourciraient jamais votre vie. Vous mourriez avec elles. Pas à cause d'elles. Mais dès qu'un radiologue écrit le mot « malignité » sur un rapport, la machine clinique se met en marche. Biopsie, consultation spécialisée, décision de traitement, tout avance quel que soit le risque réel que représente le cancer pour vous. Considérez un cas comme celui de Richard, un mécanicien retraité de 79 ans de Géorgie. Vif, indépendant, encore pêcheur le week-end. Un PSA de routine est légèrement élevé. La biopsie confirme un cancer de la prostate de bas grade, à évolution lente. Son urologue recommande une radiothérapie. Richard fait confiance à la recommandation. Il suit le traitement. En moins d'1 an, il fait face à une fatigue chronique, des problèmes urinaires et une qualité de vie considérablement réduite. Des histoires comme la sienne sont documentées dans toute la littérature médicale. Des hommes qui, avec le recul, regrettent de ne pas avoir compris que leur cancer était du type qu'un homme de son âge aurait presque certainement vécu avec, sans en mourir. Cette connaissance, si elle était venue plus tôt, aurait pu tout changer. Des études publiées dans le New England Journal of Medicine ont montré qu'une part importante des cancers détectés par mammographie chez les femmes de plus de 70 ans étaient cliniquement insignifiants. Le traitement n'offrait aucun bénéfice en termes de survie, seulement des effets secondaires. Que faire à la place? Ayez une conversation honnête avec votre médecin sur votre profil de risque spécifique. Si vous avez des antécédents familiaux, des marqueurs génétiques ou des symptômes, faites un dépistage. Si vous êtes à risque moyen sans symptômes, demandez directement à votre médecin, si nous trouvons quelque chose, quelles sont les options de traitement réalistes à mon âge, et que recommanderions-nous probablement? Cette question seule change souvent la conversation. Si vous êtes encore avec moi et que vous trouvez cela utile, prenez un moment pour taper « 2 » dans les commentaires. Cela me permet de savoir que vous regardez et que vous tirez de la valeur de cette vidéo. Bilan numéro 3, test d'effort cardiaque de routine sans symptômes. Celui-ci surprend les gens parce qu'il semble si logique. Votre médecin dit « Vous avez 72 ans, vérifions juste que votre cœur va bien ». Vous montez sur un tapis roulant, où on vous donne un médicament qui stresse temporairement votre cœur et on surveille la réponse. Cela semble bénin, responsable.
Voici le problème, les tests d'effort cardiaque chez les personnes asymptomatiques ont des taux de faux positifs qui peuvent atteindre 40% ou plus dans certaines populations. Cela signifie que près de la moitié du temps, le test signale une anomalie alors que votre cœur est parfaitement normal. Mais la médecine ne peut pas ignorer une anomalie. Cette fausse alerte vous propulse dans la phase suivante, un cathétérisme cardiaque. Le cathétérisme signifie faire passer un tube fin à travers vos vaisseaux sanguins, généralement par le poignet ou l'aine, directement jusqu'au cœur. C'est une procédure sérieuse. Les risques incluent des saignements, des lésions vasculaires, des arythmies et, dans de rares cas, il peut déclencher la crise cardiaque ou l'AVC que vous essayez précisément de prévenir. Et voici où cela devient encore plus contre-intuitif, si le cathétérisme trouve un blocage partiel, ce qui est extrêmement courant chez les adultes de plus de 70 ans, dont beaucoup n'ont aucun symptôme, vous risquez de vous retrouver avec un stent cardiaque. Plusieurs essais cliniques majeurs, dont le célèbre essai Ischemia, ont montré que la pose de stent chez les patients atteints d'une maladie coronarienne stable ne réduisait pas les crises cardiaques ni ne prolongeait la vie par rapport à un simple traitement médicamenteux et une prise en charge du mode de vie. Laissez-moi le répéter, le stent n'aidait pas plus que les médicaments, mais il comportait de vrais risques et entraînait ensuite un traitement à vie par anticoagulant avec leurs propres complications hémorragiques. Vous êtes donc passé d'une personne qui se sentait bien à test de routine, fausse alerte, cathétérisme, stent, anticoagulant, suivi permanent, et vous n'êtes statistiquement pas mieux loti que quelqu'un qui gère simplement avec des médicaments et une marche quotidienne de 30 minutes. Que faire à la place? Si vous n'avez pas de douleur thoracique, d'essoufflement inexpliqué ni de vertige à l'effort, le test d'effort de routine cherche des problèmes dans une population où les problèmes sont courants et où l'intervention n'aide pas toujours. Parlez plutôt à votre médecin d'optimiser vos facteurs de risque, tension artérielle, cholestérol, glycémie, niveau d'activité, sommeil. C'est là que se trouvent les vrais gains. Bilan numéro 4, densitométrie osseuse, DEXA, de routine et prescription automatique de médicaments. Voici un sujet qui met mal à l'aise quand je l'aborde, car l'ostéoporose est réelle et les chutes sont dévastatrices chez les personnes âgées. Alors laissez-moi être prudent. Je ne remets pas en cause la réalité de la perte osseuse avec l'âge. Je questionne la chaîne automatique qui suit souvent un résultat de DEXA chez les patients de plus de 75 ans. Un scanner DEXA détecte une faible densité osseuse. Votre médecin prescrit un bisphosphonate, des médicaments comme l'alendronate ou le risedronate. Vous les prenez pendant des années en pensant être protégé. Mais voici ce qui est souvent passé sous silence, l'utilisation à long terme des bisphosphonates est associée à une affection rare mais grave appelée fractures fémorales atypiques et des fractures de stress spontané dans l'os de la cuisse, précisément l'os que vous vouliez protéger. Ces fractures peuvent être sévères et nécessiter une chirurgie. De plus, ces médicaments sont liés à l'ostéonécrose de la mâchoire, une détérioration osseuse douloureuse et très difficile à traiter. Pendant ce temps, l'intervention la plus efficace pour prévenir les fractures chez les personnes âgées, et de loin, n'est pas un médicament, c'est la prévention des chutes. Je parle d'entraînement à l'équilibre. Les études montrent que le tai chi réduit le risque de chute de près de 50%. Retirer les dangers de trébuchement de la maison, installer des barres d'appui, vérifier les effets secondaires des médicaments qui causent des vertiges, faire contrôler régulièrement la vue, et assurer un apport suffisant en protéines et en vitamine D dans l'alimentation. Ces interventions réduisent le risque de fracture de manière plus significative que n'importe quel médicament, et sans effet secondaire. Je ne dis pas de ne jamais prendre de médicaments pour la santé osseuse. Il y a absolument des patients qui en ont besoin, ceux qui ont déjà eu des fractures, ceux avec des scores T très bas, ceux avec des facteurs de risque spécifiques. Mais une DEXA de routine menant à une prescription automatique de médicaments à long terme pour une personne active de 74 ans qui n'a jamais eu de fracture et est par ailleurs en bonne santé? C'est une conversation qui vaut la peine d'être menée, pas une conclusion inévitable. Que demander à votre médecin, avant de parler de médicaments, pouvons-nous examiner mes facteurs de risque de chute? Et quel est le réel bénéfice de réduction du risque de fracture offert par ce médicament par rapport à un programme structuré de prévention des chutes? Et si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous tirez de la valeur de cette vidéo, tapez le chiffre 4 dans les commentaires. C'est une façon simple de me faire savoir que vous êtes là et que vous suivez. Bilan numéro 5, échographie des artères carotides asymptomatiques. C'est celui dont presque personne ne parle, et d'après ce que montrent les recherches, c'est l'un des plus silencieusement lourds de conséquences. Une échographie des artères carotides vérifie les gros vaisseaux du cou qui transportent le sang vers le cerveau. L'idée est simple, si on trouve un blocage significatif, on peut le nettoyer chirurgicalement et réduire votre risque d'AVC.
Logique, non. La réalité est bien plus compliquée, et pour les patients asymptomatiques, bien plus dangereuse qu'il n'y paraît. Voici le fait clé, la procédure chirurgicale utilisée pour traiter un blocage carotidien, appelée endartériectomie carotidienne, comporte un risque de 2 à 3% de provoquer un AVC pendant ou juste après l'intervention. Chez les personnes âgées, surtout celles ayant d'autres problèmes de santé, ce risque est plus élevé. La United States Preventive Service Task Force recommande explicitement de ne pas effectuer de dépistage systématique des artères carotides chez les adultes sans symptômes, sans mini-AVC, sans épisode de perte de vision, sans symptômes neurologiques. Leur analyse a montré que chez les personnes asymptomatiques, le risque de dommage chirurgical l'emporte sur le bénéfice. Voici pourquoi, de nombreuses personnes de plus de 70 ans ont un certain degré de rétrécissement dans leurs artères carotides. Ce rétrécissement est souvent là depuis des années, stable, silencieux, sans causer de problème. Quand on le dépiste de routine, on le trouve et un chirurgien bien intentionné recommande de le réparer. Mais la chirurgie pour fixer un blocage qui ne causait jamais de symptômes peut, et parfois le fait, déloger un minuscule morceau de plaque qui voyage directement jusqu'au cerveau. Je ne vais pas raconter une seule étude de cas pour celui-ci, car les résultats documentés sont trop importants pour les réduire à une anecdote. La littérature médicale montre des personnes qui entrent pour un dépistage de routine et qui en sortent sur une trajectoire complètement différente de celle qu'elles avaient imaginée, non pas à cause du blocage trouvé, mais à cause de l'intervention qui a suivi. Que faire à la place? Si vous n'avez aucun symptôme d'AVC ou d'AIT, aucune modification soudaine de la vision, aucun affaissement du visage, aucune faiblesse du bras, aucun mal de tête soudain et sévère, alors l'échographie carotidienne de routine n'est généralement pas recommandée. Le bien meilleur investissement consiste à contrôler les véritables facteurs de risque modifiables, l'hypertension artérielle, le plus grand facteur d'AVC, la glycémie, l'arrêt du tabac, la prise en charge de la fibrillation auriculaire et rester actif. Si vous avez des symptômes neurologiques, même brefs et résolus, faites-vous évaluer immédiatement. Cela change tout. Cadre pratique. Le protocole des 5 questions. Je vous ai promis quelque chose d'utile, le voici. Chaque fois que votre médecin recommande un test de dépistage, surtout si vous avez plus de 70 ans et que vous vous sentez bien, je veux que vous ayez ces 5 questions prêtes. Notez-les, mettez-les dans votre téléphone, apportez-les à chaque rendez-vous. Question 1. Quel est le taux de faux positif de ce test chez les personnes de mon âge? Cela vous indique la probabilité que le test déclenche des procédures inutiles, même si rien ne va mal. Question 2. Si ce test trouve quelque chose, quelles sont les options de traitement réalistes pour quelqu'un de mon âge et de mon état de santé? Cela oriente la conversation vers les résultats, pas seulement les découvertes. Question 3. Quel est le risque procédural de tout traitement que nous entreprendrions probablement? C'est la question que la plupart des gens ne pensent jamais à poser. Chaque procédure comporte un risque. Vous avez le droit de le connaître à l'avance. Question 4. Que se passe-t-il si nous surveillons cela au lieu de le traiter? Pour de nombreuses affections trouvées chez les personnes âgées, la surveillance attentive avec suivi régulier est une option légitime et souvent supérieure. Question 5. Quelle est l'intervention non invasive la plus efficace pour cette affection? Parce que très souvent, comme pour la santé osseuse, cardiaque et la prévention des AVC, le mode de vie et les médicaments surpassent les interventions procédurales avec bien moins de risques. Tout bon médecin accueillera ces questions avec plaisir. Il vous respectera davantage pour les avoir posées. Et si votre médecin rejette ces questions ou vous fait sentir difficile pour les avoir posées, c'est une information importante sur le fait de savoir si ce médecin est le bon pour vous. Je veux conclure par ceci, il y a une différence entre une médecine qui trouve des choses et une médecine qui vous aide à bien vivre. Après 70 ans, l'objectif de vos soins de santé ne devrait pas être de générer des découvertes. Il devrait être de protéger et de prolonger votre qualité de vie, votre autonomie, votre énergie, votre capacité à faire ce qui compte pour vous. Les meilleurs médecins que j'ai connus comprennent que faire moins demande parfois plus de sagesse que faire plus. Que recommander une surveillance attentive exige plus de courage que de commander un autre scanner. Vous avez le droit de savoir ce que cherche un test. Vous avez le droit de savoir ce qui se passe si on trouve quelque chose. Vous avez le droit de demander si une découverte serait effectivement traitée et si ce traitement améliorerait réellement votre vie. La médecine nous a donné des outils incroyables, mais ces outils ne sont utiles que lorsqu'ils sont utilisés dans le bon contexte, au bon moment, pour la bonne personne. Vous êtes cette personne, et vous méritez une expérience de soins de santé construite autour de vos objectifs, de vos valeurs et de votre corps, et non autour d'une checklist.
Si cette vidéo vous a donné une nouvelle façon de penser à votre santé après 70 ans, merci de vous abonner. Je réalise des vidéos comme celle-ci chaque semaine, pratiques, fondées sur les preuves et honnêtes, pour vous aider à prendre le contrôle de votre santé dans les années qui comptent le plus. Et laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà eu un test de routine qui a mené quelque part où vous ne vous attendiez pas? Votre expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre avant son prochain rendez-vous. Prenez soin de vous. À la prochaine.